Je rentre tout juste de Varsovie. Pendant 2 semaines, dans une ville assiégée, j'ai photographié la lutte et l'agonie d'un peuple confronté aux horreurs de la guerre moderne. Je suis arrivé à Varsovie au 7e jour de la guerre, pour y trouver un tiers de la ville déjà en ruine. La situation était bien pire que le décrivaient les communiqués de presse soumis à la censure. Les membres du gouvernement polonais et tous les correspondants étrangers avaient quitté la ville 2 jours auparavant, et voici les seules images prises dans la ville pendant le siège. Des barricades furent élevées dans toute la ville. Tout le monde dut participer, et les soldats enrôlèrent les civils dans la rue pour les mettre à la tâche. J'ai vu un homme s'arrêter 6 fois alors qu'il rentrait chez lui avec sa miche de pain. Il lui a fallu tout l'après-midi pour rejoindre les siens. Avant mon arrivée, Varsovie avait déjà fait l'objet d'une centaine de bombardements. Les rails de tramway avaient été arrachés du sol et replantés pour faire obstacle aux chars. Les journaux et la radio annonçaient des victoires des armées pour que les civils gardent le moral. Sur les avancées de la guerre en dehors de la ville, nous ne recevions que de faux rapports. Mais nous avons soudain appris la vérité. Au 10e jour, les soldats refluèrent en nombre, battant en retraite. Varsovie était pratiquement encerclée. Les ponts enjambant la Vistule constituaient la principale cible militaire des raids aériens. Pourtant, alors que plus de 1000 bombes avaient été lâchées, aucun pont ne fut mis hors service de façon définitive. J'ai passé la plus grande partie de mon temps à me ruer dans des caves, car les avions allemands étaient sans cesse dans le ciel. Des cratères géants éventraient les rues, parfois presque à mes pieds. Les bombes causèrent des dégâts énormes, aux bâtiments comme au moral, mais les feux de l'artillerie étaient bien plus dangereux, et aucun être vivant n'était à l'abri dans les rues. Lorsqu'un quartier de la ville était détruit par de petites bombes incendiaires, les personnes rescapées cherchaient des parents ou amis. Ils s'étreignaient les uns les autres, essayant peut-être de reprendre courage au contact de leurs camarades de souffrance. C'était pitoyable, car dans un tel groupe, une bombe pouvait anéantir de nombreuses vies. 300 à 400 avions ennemis survolaient quotidiennement la ville. Au 12e jour, il devint absurde de faire retentir la sirène, car les raids étaient permanents. Au 15e jour, les vivres manquaient réellement. Les magasins étaient restés ouverts tant qu'il y avait quelque chose à vendre. Puis la ville dut organiser des queues pour le pain et plus de la moitié de la population dut s'aligner pour recevoir sa ration journalière. Les habitants déménageaient constamment, sauvant parfois dans les ruines de leurs maisons les objets les moins utiles, mais qui leur étaient les plus chers. Démoralisés, ils passaient d'un quartier à l'autre en quête de sécurité. Les plus chanceux possédaient des chevaux ou des chariots, car leur famille entière et parfois même leurs animaux de compagnie pouvaient se déplacer ensemble avec le nécessaire pour les maintenir en vie. N'importe quel véhicule faisait l'affaire. Alors que certains trimbalaient du superflu, la plupart des réfugiés sauvèrent leur literie presque par instinct. Entre-temps, les forces aériennes allemandes qui surpassaient les avions polonais de 20 contre 1 n'avaient pas laissé un seul avion de défense dans le ciel. Lors de leurs attaques, les avions allemands plongeaient bas sur les villes. Les batteries anti-aériennes polonaises parvinrent à faire mouche à de nombreuses reprises. Près de 50 avions allemands furent abattus lorsque j'étais à Varsovie. Les bombes incendiaires firent relativement peu de victimes, mais laissèrent des centaines de milliers de personnes sans abri. Sur leur passage ne restaient que des ombres enfumées. Il était pratiquement impossible d'éteindre le feu car les conduites d'eau avaient explosé. Parfois, les mitrailleurs testaient leur adresse au tir, fonçant bas sur la ville, après avoir lâché leur cargaison destructrice. Une nouvelle bombe de 250 kilos avec une mise à feu à retardement fit son apparition. Tous les après-midi, à 17h30, les escadrilles ennemies larguaient des bombes incendiaires. Et la nuit tombée, des quartiers entiers de la ville étaient en flammes. La nuit, je parcourais la ville, photographiant des pâtés de maisons entiers sous les flammes. Le couvre-feu ne servait plus à rien car les incendies illuminaient la ville à des kilomètres à la ronde. De nombreuses églises de Varsovie furent endommagées pendant les semaines que dura le siège. Lorsqu'un tir touchait un objectif militaire, il s'accompagnait de près de 25 tirs ratés.
J'ai filmé ces scènes un dimanche après-midi. Cette église avait été touchée le matin même pendant la messe. Cet hôpital avait été touché à 5 reprises la veille du jour où je l'ai filmé. Et j'ai suivi les chirurgiens et les infirmières alors qu'ils venaient mesurer l'étendue des dégâts. Des civils blessés, victimes de précédents raids sur la ville, occupaient ces lits lorsqu'eut lieu l'attaque. C'était comme un vengeur terrible, déterminé à ne laisser personne s'échapper. Il ne trouverait pas la paix. J'appris les détails par l'infirmière en chef. Elle avait été de garde 7 jours et 7 nuits. On avait déplacé les patients aussi rapidement que possible. Dans la salle d'opération, les chirurgiens avaient fait entrer une nouvelle lumière dans ce monde de mort. Il s'agissait de la plus grande maternité de l'hôpital. Lorsque le siège avait commencé, dans un geste charitable, l'hôpital avait accepté d'autres patients, d'où sa surpopulation au moment du raid. Mais il se trouvait là plus de 50 mamans avec des enfants âgés de quelques jours seulement. Lorsque les bombes commencèrent à tomber, la plupart de ces mères furent acheminées vers les caves. Là, elles durent s'asseoir sur les sols carrelés, froids et humides, gardant leur nouveau-né sur les genoux. Âgé de 4 jours et déjà victime de la guerre. Il y avait là de jeunes êtres dont la vie commençait à peine et qui déjà fuyaient la mort. Cette histoire aurait pu n'être jamais racontée. Les images que vous venez de voir étaient dans cette cuve de développement, mais je les avais déplacées de l'autre côté de la chambre pour les faire sécher une demi-heure avant que la bombe ne tombe. C'était le 21e jour, et je quittais cette ville réduite au désespoir. Dans les champs m'attendait la scène la plus tragique qu'il m'a jamais été donné de voir. 7 femmes avaient été mitraillées d'un avion alors qu'elles plantaient des pommes de terre. Aux côtés de la dépouille d'une mère, un enfant hébété se demandait ce qui allait arriver. Alors que je passais, les paysans regagnaient ces champs. Ils savaient qu'ils risquaient de se faire tuer. Mais s'ils n'y retournaient pas, ils mourraient certainement de faim. J'ai interrogé les résidents d'une petite banlieue aux abords de Varsovie. Lorsqu'ils réalisèrent que j'étais un photographe américain, ils se mirent en tête que j'étais venu des États-Unis pour les aider. Mais je ne pouvais guère faire plus que de saisir les expressions inscrites sur leur visage. L'ahurissement, la colère, la beauté. L'une des femmes m'expliqua que les avions volaient bas, juste au-dessus de la cime des arbres, mitraillant les femmes qui couraient. Encore un autre tableau de 9 personnes tuées par des éclats d'obus, alors qu'ils faisaient la queue pour le pain. La plupart des personnes d'âge mûr étaient maussades et furieuses. Les plus jeunes étaient partagés entre ressentiment et résignation, alors que leurs aînés s'en remettaient à la prière. Voici les visages d'une nation assiégée. Ces civils sans défense sont les victimes réelles et les héros malheureux d'une guerre de siège. Que Dieu ait pitié d'eux.